La France est dans le G20, le pays qui investit le plus dans les énergies renouvelables et qui est le plus efficace pour décarboner son économie, constat de l'indicateur indépendant Energy Policy Tracker. Qu'en est-il dans le Pays basque? Quel type d'énergie utiliserons-nous demain? Comment produire local et durable? À quel prix? Et à quoi ressembleront nos villes énergétiquement repensées? Ce sont les thèmes des 3 tables rondes que Sud-Ouest vous propose sur ce sujet crucial de la transition énergétique depuis le très beau site d'Arkinova à Anglette. Bonjour à tous et bonjour Pierre Sabatier, vous êtes le chef de l'agence locale de Sud-Ouest Pays Basque. Pour répondre à la première question, quelle énergie pour alimenter le Pays Basque demain? Vous avez plusieurs invités, Pierre. Merci Laetitia, bonjour à tous. Je vous présente Martine Bizotta, vous êtes vice-présidente de la communauté d'agglomération Pays Basque en charge de la transition écologique. Monsieur Serge Bordenave, directeur général des services du SDEPA, c'est le syndicat d'énergie des Pyrénées-Atlantiques. Florence Burdin, vous êtes directrice de la communication, mais aussi de la transformation digitale au Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. Et monsieur Christian Kokolinski, responsable financement des projets énergie à la Caisse des dépôts et consignations. Alors je vais commencer avec vous, madame Bizotta. On a l'habitude de dire que le Pays basque est vert. C'est une belle image. Est-ce qu'on peut l'utiliser aussi en termes d'énergie ? Le Pays basque se situe à peu près dans les strates nationales en matière d'énergie renouvelable, très largement insuffisant par rapport à l'ambition que nous devons avoir. Au passage, je dis que si la France est particulièrement décarbonée, elle le noie au nucléaire, ce qui serait un autre débat qu'on n'aura pas le temps forcément d'aborder. Voilà. Le Pays basque, mais il fait comme l'ensemble du territoire, il essaye de se mettre en conformité avec les engagements que nous avons pris avec les accords de Paris, qui sont déclinés au point de vue national, régional et local. Et selon le vieil adage écologiste, il faut penser global peut-être, mais il faut agir local. Et c'est vrai que dans la main des collectivités, sur les territoires, il y a des possibilités, il y a des leviers, pour peu qu'elles entraînent avec elles le territoire. Parce que si on ne parle que de la communauté d'agglomération, elle est émettrice de gaz à effet de serre, mais très proportionnellement par rapport à l'ensemble du territoire. Donc l'important, c'est quand même d'entraîner avec nous les entreprises, les associations, tout ce qui vit, tout ce qui impacte le territoire. Vivre, c'est déjà impacté, voilà. Et donc après, c'est comment on avance ensemble. Alors le dire, c'est facile, le mettre en mouvement, c'est un peu plus compliqué. Alors nous avons fait ça, nous faisons ça, nous essayons de faire ça au travers, alors c'est pas très glamour, un plan climat, c'est un document de stratégie. Alors on va le voter définitivement en juin, il a été arrêté l'année dernière. Nous avons continué tout le travail de concertation avec aussi les partenaires publics associés. Nous avons eu des retours. Le dernier comité d'engagement des élus a eu la semaine dernière et j'espère un vote final absolument triomphal au mois de juin. Souhaitez-nous. Il y a eu beaucoup de travail et ce qu'on a voulu, c'est que ce soit un travail partagé. Alors, le premier axe très important, c'est la sobriété et c'est faire de la sobriété énergétique un objectif partagé. Alors, sobriété, ça veut dire on va essayer déjà de ne pas dépenser d'énergie. Qu'elle soit renouvelable ou pas, déjà on va essayer de faire. Alors c'est l'isolation, c'est la réhabilitation des maisons, c'est tout aussi... Ça coûte cher. Tout ça coûte cher. Quand on a un particulier... Tout ça a un coût, mais tout ça a un retour sur investissement aussi. C'est-à-dire que mieux vous isolez votre maison et moins vous consommerez d'énergie. Et il y a des aides. Alors, les particuliers sont justement suffisamment aidés aujourd'hui ? On peut être suffisamment aidé pour peu qu'on soit bien renseigné. Le problème de ce pays sympathique, c'est que chaque fois qu'il met quelque chose en place, il s'obstine à ce que ce soit absolument illisible. Et c'est souvent une espèce de bouquet de choses dans lequel c'est un vrai parcours du combattant pour les citoyens de s'y retrouver, pour les entreprises aussi. Franchement, et c'est pour ça que, alors j'anticipe un peu ce que je voulais dire, mais un des axes du plan climat, c'est d'avoir une agence de l'énergie Pays basque, justement pour qu'elle soit ce guichet unique de tous les conseils en matière financière, en matière technique, justement pour que là, il y ait un interlocuteur solide face à la demande, parce que la demande, elle existe. Parce qu'après, derrière, vous pouvez changer vos moyens de chauffage,
passer avec des moyens de chauffage plus économes, éviter le gaz, éviter le fioul, passer aux renouvelables. Et derrière, vous pouvez produire de l'énergie, tout le monde le sait, à travers le photovoltaïque. Il y a plusieurs possibilités et tout peut être aidé. Et il faut reconnaître qu'il y a des aides qui ont été mises en place, mais avoir la connaissance suffisante pour pouvoir bien les mettre en mouvement reste encore assez compliqué sur le territoire. Et la deuxième ambition de ce plan, après, bon, on économise, c'est vraiment la première chose à faire. Ne pas dépenser d'énergie, en dépenser moins ou dépenser mieux. Et même dans les collectivités locales. Alors, ben oui, donc ce matin, j'ai fait 3 heures de réunion sur la rénovation de tout le parc bayonnais, alors qui est très sympathique, parce qu'on a un patrimoine historique très riche, particulièrement énergivore et particulièrement difficile à rénover. Mais nous sommes rentrés dans un plan européen qui s'appelle ELENA, porté par la communauté d'agglomération, où les communes pourront avoir aussi des aides. Alors, on a une partie qui a été faite de réhabilitation, mais il en reste. Il y a 28 écoles et elles ne sont pas toutes... voilà, il y a des bâtiments du 19e siècle. C'est pas simple. C'est plus compliqué. Et la deuxième chose, c'est vraiment mobiliser les ressources du territoire pour développer alors massivement les énergies renouvelables. Alors, pour faire court, je crois que celles qu'il faut mettre en mouvement déjà, c'est celles qui sont déjà existantes, celles à qui on peut donner plus de possibilités et qui sont déjà à très court terme existantes, compétitives, efficaces. Ensuite, à moyen terme, il y a d'autres énergies qu'on sent en train de monter. Je pense à l'hydrogène, mais qui n'est pas encore quelque chose de facile dans l'utilisation, qui n'est pas trop vert non plus, qui pose quand même quelques problèmes. Et puis nous sommes aussi, la communauté d'agglomération avec la région, dans un programme de recherche pour capter l'énergie de la houle, des vagues, n'est-ce pas? Et donc il y a 2 ans, une ferme expérimentale, 2 ans et demi, une ferme expérimentale qui sera au droit de la côte basque et sur lequel il va y avoir une expérience houlomotrice. Alors ça, c'est plus une énergie d'un peu plus tard, mais la recherche et le développement fait partie aussi des choses que nous devons activer et dès maintenant, parce que c'est pas qu'on est en retard, c'est qu'on est dos au mur et on ne travaille pas pour les générations futures, on travaille pour nous ici et maintenant. Merci, Madame Bizotta. On l'entend, il y a plein de projets, plein d'innovations. On va l'entendre durant ces 3 tables rondes. Serge Bordenave, on va parler du SDEPA, donc le syndicat d'énergie des Pyrénées-Atlantiques. Vous êtes le lien entre fournisseurs et les communes du département. Vous avez posé ici les bases de l'énergie de proximité. Alors, selon vous, est-ce qu'on vient de commencer à avoir un élément de réponse? Le Pays basque est-il une terre d'énergie renouvelable? Oui, bien sûr. On a évoqué le vert. On pourrait évoquer les 50 nuances de green du Pays basque. En l'occurrence, très clairement, il y a sur ce territoire de multiples possibilités, mais comme l'a souligné Madame Bizotta, la première des choses, c'est d'économiser l'énergie que l'on consomme déjà. Même si, contrairement aux idées reçues, nous avons une consommation électrique, y compris en Pays basque, qui stagne depuis les 10 dernières années. Excusez-moi, est-ce que là-dessus, justement, on parlait d'information, de problème d'information tout à l'heure, est-ce que les gens aujourd'hui sont informés, savent combien consomment leur box, leur téléphone, enfin, vous voyez, on utilise de plus en plus l'électricité finalement. On ne sait pas si quand on met surveille, si ça fonctionne. Alors, ils ont des outils pour cela. Il faut les utiliser. Ils sont à disposition. Alors, on pourrait parler de nombreux outils qui existent chez le particulier. Un qui existe sur le réseau, qui est un compteur communicant, qui peut à ce titre-là déterminer quelles sont les consommations équipement par équipement. Ça n'est pas l'alpha et l'oméga. Ce qui compte, c'est au final la facture d'électricité, si on parle d'électricité, pour l'usager. C'est là-dessus qu'il doit pouvoir jouer. Donc il doit mieux connaître ses consommations. Et comme l'a évoqué Mme Bizotta, actuellement, l'enjeu déterminant dans les économies d'énergie, c'est de le faire sur le bâti, c'est-à-dire sur le logement. C'est là qu'on a une source d'économie considérable, parce que c'est là aussi que l'on consomme le plus d'énergie avant les transports. Donc il y a un enjeu considérable là-dessus. Et donc là, il faut accompagner les personnes plutôt que de les culpabiliser. Bien sûr, il faut faire une transition énergétique en accompagnant les usagers de l'énergie.
Vous avez évoqué tout à l'heure notre lien entre les fournisseurs et les collectivités, c'est entre le distributeur et les collectivités. L'action vis-à-vis des fournisseurs, c'est une action très importante qui doit être menée par de nombreux acteurs en la matière, parce que tout simplement, on doit comprendre comment consommer son énergie, ce que signifie sa facture d'énergie, quand on sait que 2/3 de la facture est constituée de taxes et d'éléments divers qui ne sont pas directement liés aux consommations, on voit bien que l'impact que peut avoir notre action est certes limité, mais c'est une action pour l'avenir. Et vous évoquiez à l'instant l'action des collectivités. Eh bien, les collectivités doivent être motrices dans ce domaine-là, y montrer l'exemple. On pourra difficilement demander à des usagers de l'énergie de faire des économies si la collectivité, de son côté, ne fait pas de même. On peut prendre de nombreux exemples. Justement, quand on parle, donc on parlait d'hydrogène tout à l'heure, alors c'est vrai que c'est encore à la marge, mais tout ce qui est chaufferie bois, là c'est déjà beaucoup plus développé, chez les particuliers un peu, mais chez les collectivités pas mal, notamment pour de nouveaux programmes de logement. Est-ce que ça fait partie de cette démarche de transition énergétique ? Bien sûr, puisqu'on a évoqué très rapidement tout à l'heure le photovoltaïque, mais ce n'est qu'une partie des énergies renouvelables, ce sont les énergies renouvelables électriques. Il y a aussi tout le volet énergie renouvelable thermique, notamment les réseaux de chaleur en font partie. La source d'énergie peut être extrêmement variée, ça peut être de la géothermie, ça peut être du bois. Lorsque le SDEPA a créé un réseau de chaleur bois pour alimenter des équipements publics à Saint-Jean-Pied-de-Port, il le fait à partir d'une ressource locale qui est à proximité, qui est utilisée et valorisée en circuit court. C'est un peu la définition de la transition énergétique que l'on recherche, même si, comme l'a également évoqué Mme Bizotta, notre énergie actuellement, en tout cas électrique, est assez fortement décarbonée. Et donc, toutes les actions que nous allons mener par ailleurs vont servir à poursuivre cette action de décarbonation de l'énergie. Vous misez aussi sur la méthanisation. Oui. Expliquez-nous comment ça marche et qui ça concerne. Alors, la méthanisation, il s'agit tout simplement... Il faut savoir qu'actuellement, toutes les zones urbaines sont desservies en gaz. On évoque le gaz, mais Bayonne, Biarritz, Anglette est desservi en gaz. Et si du jour au lendemain, on coupe le robinet, il n'y aura plus d'énergie. Donc, que faut-il faire ? Essayer de remplacer cette énergie fossile, qu'est le gaz que l'on connaît, qui est le méthane extrait de divers endroits sur la planète, par un gaz renouvelable qui peut être du biogaz. Ce biogaz qui est issu de la méthanisation, notamment d'intrants agricoles, des résidus d'exploitation agricole. C'est une énergie renouvelable. Il faut adapter les unités de production aux besoins. Il ne faut pas créer des unités de production industrielles, mais faire en sorte que les acteurs du territoire, et les agriculteurs, notamment en Pays Basque, en font partie, doivent pouvoir produire de l'énergie pour l'injecter dans des réseaux de gaz, tout simplement pour verdir le gaz. On pourra parler plus loin de transition énergétique également sur les déplacements. Et lorsqu'on voudra utiliser un véhicule alternatif au véhicule thermique, c'est le cas déjà avec l'électricité, on pourra aussi utiliser un véhicule au gaz naturel, pour peu qu'à terme, ce soit un gaz naturel vert, du biogaz. Mais on ne fera pas un passage instantané entre du thermique et du biogaz, tout simplement parce que le biogaz rencontre, et vous le savez aussi, quelques difficultés, notamment en termes d'acceptation sociale, et c'est un paramètre qu'il faut aussi traiter et accompagner pour la transition énergétique. Avant de parler du nerf de la guerre, Madame Bizotta, vous vouliez rebondir ? Oui, juste par rapport à ce qui était dit, parce qu'on ne part pas tout à fait de zéro, je ne voudrais pas donner l'impression que tout est en projet. Il y a un réseau chaleur-bois à Bayonne qui couvre 10% de la population bayonnaise, ce qui est quand même énorme, et depuis plusieurs années. Il y a de la méthanisation des déchets, avec de la production de biogaz, pour l'instant utilisé en cogénération, c'est-à-dire production d'électricité. Mais nous sommes sur une étude qui ferait ce que disait M. Bordenave, c'est-à-dire de l'injection directe dans le réseau gaz. Donc c'est juste pour dire, on n'y est pas. La route est extrêmement longue, mais il y a déjà des actes posés. On est engagé déjà depuis plus de 10 ans, certaines communes. Il y a des choses qui se passent. Et si on ne parle que du réseau bois, dans l'année qui vient, on passe sous la rue Maubec, on se dirige vers la citadelle et il y a la deuxième étape du réseau de chaleur bois. Et je finirai là-dessus. On a une étude sur Cambo, sur Asparin, sur Ustaritz, sur Baïgori et un projet assez innovant qui longerait toute la côte basque. Donc là, on est en plein dans les études parce que bon, vraiment, il y a une volonté politique de la communauté de maîtriser l'énergie sur son territoire et on fait feu de tout bois, quoi. C'est ce que je voulais vous dire. Voilà.
Alors cette volonté politique, on l'a compris, elle est réelle. Et Monsieur Kokolinski, vous représentez la Caisse des dépôts et donc celui qui peut apporter des fonds pour aider et accompagner ces initiatives des collectivités locales. Comment vous vous inscrivez sur ces projets au Pays Basque ? Je vais commencer par faire juste un tout petit peu d'histoire pour expliquer que la Caisse des dépôts a accompagné toutes les grandes transitions de ce pays depuis 2 siècles. Et dans le cadre de cette transition énergétique écologique, ça fait déjà 10-15 ans que la Caisse des dépôts cofinance les infrastructures de production d'ENR électrique. On a commencé d'abord avec l'éolien terrestre, puis le solaire, la biomasse, l'écogénération industrielle. Et fort de ce constat, on continue à financer les ENR électriques, puisqu'on en a parlé un petit peu. Les usages numériques nécessitent des nouvelles consommations. Hein, ça génère plus de trafic sur le réseau et de consommation d'électricité chaque année. Donc on continue à accompagner ces ENR électriques. Sur le constat qu'effectivement, le carbone, aujourd'hui, ça a déjà été un petit peu évoqué, il ne se trouve pas sur l'électricité, c'est-à-dire qu'on a une des électricités les plus décarbonées d'Europe, grâce au nucléaire notamment. Et le carbone, aujourd'hui, et dans le Pays Basque également, se trouve essentiellement sur le bâtiment et la mobilité. Donc, dans le cadre du plan de relance l'année dernière et déjà auparavant, en fait, la Caisse des dépôts accompagne désormais les collectivités territoriales dans la rénovation énergétique de leur patrimoine public en adaptant des solutions financières sur mesure. C'est-à-dire, rénover un bâtiment va effectivement générer des économies, ça a été évoqué. Le sujet, c'est que parfois, on cale le remboursement de l'investissement, pas forcément sur la réalité de l'économie d'énergie réalisée. Et en fait, dans le cadre de ces propositions de financement auprès des collectivités, la Caisse des dépôts propose des prêts de court, moyen et long terme qui sont totalement adaptés à la durée de remboursement du prêt sur l'économie générée réelle. Donc ça, c'est un vrai plus. Également, les ENR sont des projets de territoire avant tout. Et les collectivités et les territoires ont voulu beaucoup plus être acteurs de leurs projets, en disant oui, il y a des acteurs, des industriels qui sont nécessaires pour développer les projets, qui savent faire, mais nous sommes quelque part les garants de la bonne tenue et du bon épanouissement de nos territoires. Et on veut être impliqués dans ces projets de manière plus intense. Le SDEPA l'a fait au travers de la création de la Société d'économie mixte ENR 64 que nous avons financée, que nous accompagnons, parce qu'on ne peut pas non plus se démultiplier en tant que Caisse des territoires dans tous les petits territoires. On s'appuie sur des acteurs de territoire comme le SDEPA pour cofinancer ces infrastructures. Également, nous finançons des projets de réseau de chaleur biomasse qui sont les plus beaux outils de décarbonation du bâtiment existant, et notamment le réseau de chaleur de Pau qui a été accompagné en cofinancement avec Engie l'année dernière. Nous travaillons également sur des projets de biocarburants avancés. En fait, la Caisse des dépôts est à l'origine un investisseur pionnier. À partir du moment où une filière devient mature, on perd notre légitimité d'acteur pionnier pour accompagner accompagner le développement du futur de ce pays. Et donc, effectivement, les biocarburants de deuxième génération avancés sont une des filières qui font l'objet d'un objectif politique fort au niveau européen et national. Et le Pays Basque et les Pyrénées-Atlantiques seront le département qui accueilleront la première usine de fabrication de 30 000 tonnes de biocarburants avancés, notamment avec l'IFPEN, l'Institut français du pétrole, et la coopérative Euralis, qui est aussi un acteur de territoire très local, par la valorisation de rafles de maïs qui aujourd'hui sont valorisées en termes de fertilisation, mais qui peuvent être aussi valorisées sous forme de biocarburants avancés, donc pas de l'agrocarburant. Et enfin, je voudrais préciser aussi que les Pyrénées-Atlantiques et le Pays Basque est un acteur historique de la production d'hydroélectricité. Cette hydroélectricité est un acteur extrêmement important et stratégique du département pour l'autonomie énergétique du département, mais aussi au niveau Nouvelle-Aquitaine, qu'il va y avoir l'objet de réinvestissements assez importants et significatifs dans les années à venir, que les collectivités vont également devenir plus acteurs sur cette filière historique du département et que nous souhaitons, en tant que Caisse des dépôts, pouvoir accompagner également le refinancement de cette filière extrêmement stratégique localement. Là, on sent vraiment effectivement l'importance de votre accompagnement. Est-ce que vous sentez aujourd'hui que les collectivités que vous rencontrez se saisissent vraiment de cette question et misent énormément sur cette transition ? La différence entre les collectivités territoriales et les grands acteurs politiques, c'est que les collectivités territoriales agissent et elles communiquent après avoir agi. Et clairement, on voit qu'effectivement, il y a une prise en main des sujets extrêmement forte.
Bayonne a été une des premières collectivités à s'équiper de bus électriques, que nous avons financés d'ailleurs il y a un petit peu moins de 10 ans. Donc je les ai vus passer à midi d'ailleurs, ils étaient magnifiques ces bus électriques. Donc vous étiez pionniers et Bayonne l'a fait. Bordeaux est un des premiers acteurs de France à s'être équipé d'un BHNS hydrogène pour desservir les usages de mobilité de la métropole. Donc vous voyez, 2 exemples concrets qui démontrent que véritablement il y a une prise en main et une mise en œuvre sur le terrain de ces projets. Merci. Je me tourne vers Madame Burdin. Alors vous êtes la Banque verte. Elle avait déjà le nom avant que ça soit la mode du vert, pour sa tradition agricole, on va dire. Malgré tout, on ne voit pas comment le lien entre une banque, un financement d'énergie, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que vous pouvez apporter, vous, en tant que banque, dans cette transition-là ? Alors avant tout, effectivement, la transition énergétique et écologique fait partie d'une démarche globale de responsabilité sociétale des entreprises dans laquelle je pense que chacun d'entre nous sommes particulièrement investis et encore plus à l'aune du contexte qu'on est en train de vivre. Alors concrètement, notre banque de proximité mutualiste, en tout cas, elle essaye d'accompagner toutes les transitions écologiques et énergétiques, que ce soit pour les particuliers, comme disait Madame Bizotta, avec effectivement la proposition de financement classique sur l'ensemble des éléments qui peuvent concerner une transition écologique, que ce soit l'immobilier, l'habitat, avec les travaux bien sûr de rénovation, d'isolation. Alors il y a eu les primes CITE à l'époque, on a maintenant la prime Rénov' dans le plan France Relance, qui constitue une grosse partie d'ailleurs du plan de relance. Donc on essaye effectivement de travailler à la promotion de ces offres-là auprès de nos clients particuliers, mais aussi de la mobilité verte, on en parlait, que ce soit les vélos électriques qui se sont beaucoup développés aussi dans le cadre du contexte. Et puis on voit aussi beaucoup de projets sur des pistes cyclables, donc il faudra qu'on accompagne durablement cet équipement. Et puis bien sûr, on travaille pour les entreprises, donc le tertiaire ou l'industrie, sur leur propre rénovation de bâtiments, aussi que ce soit sur des offres particulières, en particulier le crédit bail immobilier qui permet d'équiper aujourd'hui des grandes infrastructures tertiaires, sur du lamping, du relamping, mais aussi leur flotte automobile verte. Beaucoup d'acteurs aujourd'hui se positionnent sur le renouvellement de leur flotte automobile avec des véhicules électriques ou à minima hybrides. Et puis bien sûr, l'autoconsommation et l'installation de photovoltaïques. Donc globalement, la banque de proximité que nous sommes, Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, a l'ambition de toucher toutes les cibles. Après, on est... Vous regardez tous les dossiers qui sont amenés, vous regardez justement la facture énergétique, vous vous intéressez de près à l'empreinte carbone des projets. Aujourd'hui, on est en train de développer effectivement une analyse progressive, on va dire, de l'empreinte carbone des entreprises que nous finançons. Ce qu'on ne veut pas, nous, c'est avoir une politique d'exclusion. Donc on est dans la politique d'incitation pour éduquer aussi nos clients, nos entreprises, parfois les professionnels qui n'ont pas la taille critique pour forcément être experts de ces sujets-là. Donc on travaille maintenant, comme vous le savez, dans les établissements bancaires à une analyse un peu des critères ESG, environnement, sociétaux et gouvernance, qui nous permet de regarder comment l'entreprise évolue dans sa politique de RSE, en particulier de son empreinte carbone. Donc on ne fait pas d'exclusion, on est plutôt dans une aide à l'incitation. Il y a après des réflexions qui sont en cours au niveau de la caisse régionale, notamment dans notre projet d'entreprise que nous lançons avec notre nouveau directeur général Paul Carrit, autour effectivement de la bonification des entreprises qui auraient une empreinte carbone positive. Il y a aussi beaucoup de start-up qui évoluent dans la capacité à aider les entreprises, quelle que soit leur taille, à évaluer leur empreinte carbone. J'en cite une parce que elle est assez connue, qui s'appelle Greenly, qui va faciliter de façon extra-comptable la mesure de l'empreinte carbone des sociétés et finalement les aider à accéder à un certain nombre de leviers financiers, par exemple, au niveau des prêts et des financements. Donc voilà aujourd'hui ce qu'on peut faire par rapport à cette incitation positive. Inévitablement, on se pose la question de l'opportunité de communiquer sur une démarche éco-responsable pour une entité qui est une banque et qui n'est pas a priori directement concernée, en tout cas au départ politiquement. Alors, en fait, on l'est quand même directement. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que le rôle de Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, il est aussi de développer son territoire et aussi de développer les énergies renouvelables sur son territoire. Pourquoi ? Parce qu'on considère qu'au-delà de lutter contre le réchauffement climatique, il contribue aussi à faire bénéficier les acteurs du territoire de la rentabilité et de la performance des ENR pour s'inscrire dans une logique de compétitivité durable. Et donc, fort de ça, on a une conviction, c'est qu'on est capable de développer avec des technologies, alors je suis beaucoup moins experte
expert que monsieur, mais sur des grilles de transport électrique intelligentes, la régulation de l'énergie produite et de la consommation locale au service finalement du développement économique. Et donc, Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne a vraiment choisi 2 leviers principaux pour jouer un rôle plus que de banquier. Il a choisi effectivement d'inciter les acteurs du territoire à porter en propre des projets de développement d'énergie renouvelable et aussi, donc ça c'est dans son rôle classique de banquier et de financeur, mais aussi il a décidé de développer une offre de tiers investisseurs pour effectivement aider encore plus à cette transition écologique et énergétique sur le territoire, au travers de sa filiale Capgen, qui a été créée en 2009 et qui aujourd'hui accompagne de très nombreux projets de développement de centrales photovoltaïques et hydro sur le territoire. Aujourd'hui, au travers de ces partenariats multiples, dont avec la Caisse des dépôts, c'est quand même une entité qui a à peu près 866 centrales en parc et qui produit 524 mégawatts crête de puissance, qui alimente peu ou prou annuellement l'équivalent d'une ville de 350 000 habitants. Et l'année dernière encore, on a travaillé sur des projets donc, de financement classique pour à peu près 62 millions. C'est l'équivalent de 200 projets de centrales photovoltaïques qui ont été créés, accompagnés auprès d'acteurs locaux. Et en tant qu'investisseur, tiers investisseur, on a porté aussi un certain nombre de projets très conséquents. Et nous avons effectivement eu 53 projets qui ont été développés l'année dernière sur plus de 500 demandes, donc ça équivaut à peu près à 10%, et qui a permis d'accroître encore une puissance de... Alors je repère mes chiffres parce que voilà, de 16 mégawatts crête. Et donc voilà en quoi Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne est plus qu'un financeur et un banquier. On est aussi acteur industriel. On exploite après, on développe, on exploite ces centrales et on est finalement contributif aussi à la compétitivité économique de certains acteurs qui finalement, pour certains, nous louent leur foncier. Et nous, on développe les centrales et ils sont rémunérés sur cette location. Alors effectivement, on parle beaucoup d'objectifs. Le Pays basque, en 2030, en 2050, vous le voyez comment, Madame Bizotta ? Je l'espère mieux qu'aujourd'hui, mais en tout cas, on a la démonstration là que ce que je disais au départ, c'est le territoire qui doit se mettre en mouvement. Et il y a des choses que peut faire le Crédit Agricole, que peut faire le syndicat, que la communauté ne peut pas elle-même porter. C'est aussi de la responsabilité des entreprises. C'est un excellent exemple de la façon en 2030 d'arriver à nos objectifs et en route vers la neutralité carbone en 2050. Bon, ce sont des mots, ça veut dire qu'on aura résolu un problème d'adaptation. C'est réaliste ou c'est... Alors, notre plan climat dit que c'est réaliste, même si on s'est refusé à afficher qu'on y serait. Je l'explique juste, les courbes ne se croisent pas tout à fait. Il y a 2 raisons. On a un problème qui est lié à l'agriculture et notamment à l'élevage en Pays basque. Donc, il y a à voir l'évolution, parce qu'un plan climat, il vit. On a fait une photo en tenté maintenant, mais bon, on n'est pas en 2050 encore, donc il va vivre. Et la deuxième chose, c'est l'artificialisation des sols. Voilà, parler de zéro artificialisation, on peut en parler. Imaginez qu'on va y arriver. Il faut loger les gens du Pays basque aussi. Et vous le savez qu'il y a du monde qui a besoin d'être logé. Donc on est aussi dans des zones d'équilibre et de choix politiques permanents. En fait, un principe de conciliation entre ce qui serait souhaitable et ce qui est possiblement réalisable. On va parler rapidement de cette option qui est l'éolien. Vous en pensez quoi, Monsieur Bordenave ? C'est réalisable ? Alors tout d'abord, l'éolien, ça ne se décrète pas. On peut installer de l'éolien lorsqu'il y a du vent. Il y a un peu de vent là aujourd'hui. Alors évidemment, on pourra toujours nous dire il y a du vent, etc. Il faut savoir quand même que ça obéit à un process technique assez spécifique qui implique un vent continu à un certain niveau pour produire de l'électricité. Madame Bizotta a évoqué d'autres pistes. On est sur une zone côtière, des centrales houlomotrices. Il y a un très bon exemple au Pays basque espagnol. Là-dessus, tout existe. L'éolien, c'est un sujet multiple, de production certes, on l'a évoqué aussi, d'acceptation sociale et de contraintes techniques et environnementales. Lorsqu'on met tout ça bout à bout, le schéma régional d'aménagement du territoire de développement durable, le SRADET, a clairement recentré la production éolienne au nord de la région Nouvelle-Aquitaine, pas uniquement parce que quelqu'un l'a décidé, mais parce que tout simplement les conditions le permettent. C'est la raison pour laquelle le Pays basque a certainement bien d'autres atouts à faire valoir pour produire de l'énergie.
au travers des énergies renouvelables. Des exemples ont été donnés. L'éolien ne me semble pas être la meilleure formule en l'état actuel des choses dans un département et au Pays Basque en particulier comme l'autre. Vous n'êtes pas vraiment séduit par cette solution. On pourrait imaginer des implantations sous-marines aussi Effectivement, il y a des plateformes de test d'hydroliennes qui permettent d'espérer que dans quelques années, après quelques ruptures technologiques et un peu de développement industriel, on aura des hydroliennes qui permettront de produire et de capter l'énergie houlomotrice, effectivement. Je pense que, comme le disait Serge Bordenave sur l'éolien, onshore, c'est-à-dire sur Terre, le gisement de vent n'est pas suffisant. Donc ça, c'est le premier paramètre de l'équation qui fait que dans le Pays Basque, ce sera quand même un peu compliqué. Le deuxième paramètre, c'est effectivement réglementaire, c'est-à-dire des zones militaires quand même assez présentes et puis des radars. Et donc, qui dit zone militaire et radar, dit pas d'éolienne du tout. Puis il y a quand même le sujet de l'acceptation. On est quand même dans une zone extrêmement touristique où les paysages doivent être préservés parce que l'activité touristique est un vecteur économique très, très, très stratégique. Après, je pense que les touristes pourraient accepter le temps de vacances, de supporter quelques désagréments. Après, il y a les retraités qui viennent en bord de mer et qui ne sont pas forcément dans la perspective de voir tourner des éoliennes, même si moi, le paysage d'une éolienne ne me choque pas. C'est pas moche finalement. C'est pas moche finalement. Non. Hein. Non, je pense que le potentiel éolien dans le Pays Basque, il y a des expérimentations dans le sud de la France sur l'éolien flottant. Vous avez une caractéristique des fonds marins en Pays Basque qui font que dès que vous vous éloignez de quelques centaines de mètres de la côte, on plonge en termes de profondeur. Et l'ancrage des éoliennes offshore n'est pas possible techniquement et, je dirais, financièrement, le modèle ne tient pas. Donc, potentiellement, quand la technologie des éoliennes flottantes sera un peu mature, en éloignant des parcs d'éoliennes flottantes du littoral, si les pêcheurs basques l'acceptent, on pourra peut-être envisager un peu d'éoliens flottants dans le Pays Basque. Peut-être. Madame Burdin, l'éolienne, ça n'a pas l'air trop à la mode. Il vaut mieux se concentrer sur le photovoltaïque, même si le Pays Basque a l'image d'être pluvieux. Alors, le soleil suffira? Oui, alors après, nous, effectivement, pour l'instant, on est très centré sur le photovoltaïque. Je disais tout à l'heure qu'on a quand même un gros parc aujourd'hui de 866 centrales. On a quand même un petit peu de centrales hydro. Donc ça, c'est vraiment notre axe prioritaire. Maintenant, nous, notre objectif, c'est d'accompagner l'ensemble des initiatives et des évolutions et des innovations. Et c'est en ça qu'on accompagne toutes les transitions. Donc si demain, l'éolien, pour des raisons d'évolution technologique, permettait de s'implanter sur le territoire, on ne se refusera absolument pas d'accompagner ces projets d'investissement. Donc ça, c'est notre politique générale. Il faut surtout ne se focaliser sur rien. On doit aller vers un mix énergétique. On aura des choses, on a parlé d'hydroélectricité qui est bien implantée, il y aura des choses qui seront un petit peu plus prégnantes peut-être, et notamment à court terme, il faut savoir aussi se projeter. L'éolien, il y a eu une expérience, un dossier qu'on nous a refusé d'instruire, simplement parce qu'il y avait un diktat de l'armée qui fait passer ces petits avions au-dessus de Ioldi Ostibaré, alors qu'il y avait vraiment le potentiel devant, et les élus avaient fait un gros travail auprès de la population. On n'a même pas pu instruire le dossier. Alors, je ne dis pas qu'on peut faire des éoliennes partout, parce que je partage ce que vous dites, mais il ne faut pas se focaliser sur une énergie qui serait plus compétitive que l'autre. Il faut faire ce qu'on peut, là où on peut, et surtout saisir tout ce qui peut faire qu'on le fasse maintenant, et pas dans 10 ans. Merci, on va finir sur cette note positive. Merci à tous d'avoir participé à cet échange. Retrouvez toutes nos tables rondes dédiées à la transition énergétique au Pays Basque sur sudouest.fr. Merci Pierre. Merci.